Juste une introduction avec tout d'abord un premier élément de calendrier. Je crois que cet après-midi de réflexion, d'échange, eh bien, tombe vraiment au cœur de l'actualité, puisque nous finissons actuellement la phase de préparation de l'examen du projet de loi. Nous allons entrer dans l'opérationnel à partir de la semaine prochaine. La phase de préparation, ça a été quoi? Eh bien, ça a été un premier article le 11 septembre dernier dans le quotidien La Croix de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui annonce le projet de loi sur le mariage pour tous. C'est ensuite un examen en Conseil des ministres début novembre. C'est 2 mois d'audition dans des conditions sur lesquelles on pourrait revenir, mais souvent scabreuses, qui ont été conduites à marche forcée. Et c'est donc ensuite, la semaine dernière, 2 journées d'examen au sein de la commission des lois, 18 heures exactement d'échange sur ce sujet, et nous allons aborder à partir de mardi prochain l'examen en hémicycle en séance. Le tout, bien entendu, avec également un débat qui a eu lieu. Le débat a eu lieu, mais il a eu lieu dans la société. Ce n'est pas un débat officiel. Et je crois que c'est un des premiers points que je souhaite souligner, c'est que le gouvernement et sa majorité n'ont pas souhaité organiser un débat officiel comme on avait pu l'avoir sur les lois de bioéthique. Mais du coup, le débat, il a eu lieu. Il a eu lieu de quelle manière? Tout d'abord dans les médias, parce que les médias ont vu qu'effectivement, les Françaises et les Français se passionnaient pour ce sujet. Et aujourd'hui, il suffit de voir toutes les revues, les quotidiens qui régulièrement ont des tribunes, d'ailleurs de très bon niveau, très souvent, les hebdomadaires qui font des articles là-dessus, et puis toutes les émissions télévisées. Puis le débat, il a eu lieu aussi avec les rencontres que nous avons organisées là où nous sommes, et notamment avec l'entente parlementaire pour la famille. Aujourd'hui, nous sommes 218 députés et sénateurs à faire partie de cette entente parlementaire, et nous en sommes aujourd'hui à 80 réunions de débat qui ont été organisées sur tout le territoire national, des réunions de débat auxquelles certains d'entre vous ont pu participer. Je vois le Dr Lévy-Soussan qui était venu à Bourg-en-Bresse, dans une salle pleine, avec des gens assis dans les allées, partout où ces débats ont lieu. On se rend compte que ça passionne les Français. On entend des arguments qui sont ceux de l'égalité et qui sont celui du sens de l'histoire. Premier point sur l'égalité, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais l'égalité, ce n'est pas l'identité. Il ne s'agit pas effectivement d'apporter une réponse identique à des situations différentes. On a eu une phrase de la ministre de la Famille qui fait froid dans le dos, elle dit « Quand il y a des réponses différentes à des situations différentes, j'appelle cela de la discrimination ». Ça a été dit en commission des lois. Je répète, quand il y a des réponses différentes apportées à des situations différentes, j'appelle cela de la discrimination. Non, c'est au contraire, c'est l'obligation d'apporter des situations différentes quand il y a des réponses différentes à des situations différentes. Et au contraire, quand la situation est identique, notre devoir, c'est bien sûr d'apporter une réponse identique. Et là, on se rend compte qu'il y a effectivement une grande confusion sur ce thème de l'égalité. Deuxième point, c'est le sens de l'histoire. Il y aurait un sens de l'histoire. Il n'y a pas une histoire qui est écrite d'avance, au contraire, elle est à faire. Et c'est ce que nous essayons de faire, en tout cas au niveau de l'entente parlementaire pour la fin. Sur les 3 sujets qui vont un peu organiser notre après-midi de réflexion, mariage, filiation, famille. Le table ronde sera mariage, famille, enfant, mais je prends dans cet ordre, si vous le permettez, pour l'introduction. Quelles sont aujourd'hui les questions? Je crois que tout d'abord, ce projet de loi sur le mariage et tout ce débat qui est en train de se faire dans notre société, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur le sens du mariage, le sens de la filiation, le sens de la famille. Sur le mariage, il y a bien sûr les questions sur l'évolution du mariage dans l'histoire. Moi, je voudrais insister sur un point qui m'a semblé émerger dans ces débats, c'est est-ce que l'altérité sexuelle doit être au cœur du mariage? On sait qu'aujourd'hui, il y a des théories, notamment la théorie du gender, la théorie du genre. Il y a des études sur le genre, les gender studies, qui sont très intéressantes, qui permettent de dire, oui, il y a des inégalités qui se font à partir du sexe des personnes. Et que, à responsabilité égale, une femme gagnera 15%, 20% de moins qu'un homme, et ça, c'est pas normal. Mais là où ça bascule, c'est quand de ces études, on passe dans une théorie, une idéologie qui consiste à, comment dire, effacer les inégalités, on vise à effacer les différences, à nier les différences. Et c'est le déni de la réalité biologique corporelle. Très clairement, cette théorie du genre est au cœur du mariage, puisqu'on considère que hommes et femmes sont interchangeables. Puisqu'on dit qu'une famille soit avec un homme, une femme, ou 2 hommes, une femme, c'est la même chose. On voit donc uniquement des individus abstraits,
et pas du tout des personnes qui sont situées dans un contexte. C'est bien une réforme individualiste qui nous est proposée. L'altérité sexuelle doit-elle rester au cœur du mariage? Je crois que oui. Cette altérité sexuelle, elle est vraiment ancrée dans le mariage, et quand on pose la question, comme nous l'avons fait encore en commission des lois, la seule réponse qu'on a avec Christiane Taubira, c'est de dire mais parce que le mariage c'est un couple. Oui, un couple c'est deux, mais enfin, et pourquoi deux? On n'a toujours pas la réponse. Deuxième point, la question de la filiation. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de questionnements, y compris par rapport à des gens qui sont plutôt instinctivement contre le mariage entre les personnes de même sexe, mais qui sont frappés par, qui sont émus par des réalités. Ce sont des questionnements, d'abord des réalités qui sont autour de nous et qui doivent effectivement nous interroger. Le gros problème, c'est qu'on est en train aujourd'hui de confondre, et je crois que c'est aussi un champ de questionnement, parentalité et parenté. Parentalité, c'est effectivement les fonctions parentales, fonction d'être parent, de pouvoir élever, accompagner un enfant. Est-ce que la parenté se réduit à la parentalité? C'est une question. Et moi, je m'inscris beaucoup plus dans une pensée qui vise justement à avoir dans la parenté plusieurs piliers. Et là, le docteur Lévy-Soussan le dit beaucoup mieux que moi, mais avec un pilier qui est de l'ordre biologique, corporel, un pilier que vous appelez psychique, qui est un peu affectif, éducatif, c'est le fait effectivement de pouvoir dire je suis ton père, et l'enfant qui dit oui, tu es mon père ou la mère. Et donc c'est comment dire, c'est intégré. Et puis un troisième pilier qui est le pilier juridique, social, de reconnaissance de cette filiation. On sait que c'est le schéma idéal. Bien sûr, la vie fait que des fois il manque un pilier. Ce qu'on nous propose avec ce projet de texte qui intègre la filiation, parce que le texte c'est bien mariage et adoption, et l'adoption c'est une des formes de filiation dans notre droit, eh bien c'est effectivement de ne retenir qu'un seul pilier, le pilier affectif, éducatif, la capacité d'élever les enfants. Ça, on peut peut-être la reconnaître à tout le monde, quoi qu'il y aura aussi on peut avoir des interrogations là-dessus, c'est ce que nous verrons. Et puis le troisième point, pour finir mon introduction, c'est la famille. Et je finis là-dessus parce que je crois que nous ne sommes qu'au début d'une longue réflexion. Nous étions partis des lois de bioéthique, aujourd'hui c'est le mariage, se profile déjà une loi sur la famille qui a été annoncée par la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti. Et il va y avoir des conceptions de la famille qui vont devoir être exprimées. Je retiens une expression de Dominique Bertinotti qui est un peu à la mode aujourd'hui, c'est faire famille. On fait famille. Est-ce que faire famille veut dire quelque chose? Ou est-ce qu'une famille est? Est-ce qu'on l'a fait ou est-ce qu'elle est? C'est une question, parce qu'effectivement, il y a différentes formes. Moi, ce que je crois en tout cas, c'est qu'il y a bien derrière ça deux conceptions. Une conception dans laquelle la famille est le lieu de l'épanouissement de chacun. C'est le lieu du don, c'est là où on apprend à donner gratuitement. Et c'est le lieu où effectivement chacun peut trouver sa place. Et puis il y a une autre conception de la famille, dans l'histoire des idées, qui est que la famille est le lieu de la reproduction des inégalités. C'est la famille bourgeoise au sens de Marx. Et c'est ce qu'il faut combattre. Et bien sûr que c'est un peu des deux, mais en tout cas il y a des choix politiques qu'il faut ensuite faire. Et quand on est sur des sujets comme par exemple les droits de succession, si on les exonère, c'est plutôt dire on favorise la transmission, si on les alourdit, c'est qu'on veut réduire les inégalités. Donc vous voyez que c'est derrière, c'est des schémas, enfin des options politiques qui sont concrètes. Je finirai simplement cette introduction qui aurait peut-être été un peu longue, mais avec une phrase de Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale, qui moi m'a redonné du carburant pour tout le combat que nous menons. C'est la note qu'il a écrite au recteur suite à la polémique avec les établissements privés sous contrat. Lisez cette première phrase. Le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. De quoi un gouvernement s'occupe de changer les mentalités? Deuxièmement, de quoi il s'occupe de s'appuyer sur la jeunesse? C'est une instrumentalisation de la jeunesse. On le voit, il y a de beaux combats qui nous attendent dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie. À la fin de l'été dernier un manifeste pour m'opposer au projet de loi gouvernemental sur le mariage entre personnes de même sexe. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais nous partageons les thèmes et j'interviendrai dans la table ronde en tant que maire pour expliquer ce que revendique le collectif des maires qui compte déjà 18 000 signataires, ce que nous revendiquons comme étant une clause de conscience pour que
si la loi est adoptée, ce qui n'est pas encore fait parce que nous demandons son retrait, bien entendu le retrait du projet, mais pour que nous puissions appliquer et opposer une clause de conscience. Cette revendication, elle fait ricaner un certain nombre de personnes qui considèrent qu'elle n'est pas légitime. Je persiste à penser que cette revendication d'une clause de conscience est tout à fait légitime et qu'elle mérite d'être inscrite dans la loi. Et puis je dirais que cette revendication s'appuie aussi sur des propos du président de la République. Le président de la République, ayant entendu les inquiétudes d'un grand nombre de maires, s'est exprimé en novembre dernier au Congrès des maires, devant plusieurs milliers de maires. Et il a dit en substance, je comprends qu'il y ait cette idée dans les esprits, et la liberté de conscience, c'est quelque chose qui existe. Il a cité 2 fois cette locution liberté de conscience, et il a dit que l'acte de mariage pourrait à ce moment-là être délégué et avec des extensions possibles. Donc moi je considère que, comme il y a, et Madame Taubira, le garde des Sceaux l'a dit, il y a une mutation de la société qui est portée par cette loi. C'est un problème de conscience réel pour les maires de refuser d'accompagner cette mutation sociétale, pour toutes les raisons qui seront évoquées dans le colloque et qui sont très nombreuses. Donc j'estime qu'il est légitime de demander cette clause de conscience. On me dit que je pourrais toujours, en tant que maire, déléguer ma fonction d'agent de l'état civil à un de mes adjoints, mais ça c'est un principe de la patate chaude auquel je ne veux pas souscrire. C'est trop facile de dire cela. Et moi je préconise que, le cas échéant, si nous ne voulons pas procéder à l'exécution ou à la célébration d'un mariage entre personnes de même sexe, avec tout ce que cela comporte après, et que tous les adjoints refusent également de le faire pour des raisons de conscience, à ce moment-là, la délégation d'état civil peut être reprise par l'État. Et je considère qu'éventuellement, le sous-préfet ou le préfet puisse déléguer quelqu'un dans l'administration de l'État pour reprendre en fait cette délégation historique de l'état civil qui a toujours été une compétence de l'État, déléguée par la loi et au maire depuis 1804, mais que, en l'occurrence, l'État peut reprendre dans certaines circonstances. C'est en tout cas ce que j'évoque dans ce colloque en parlant de la clause de conscience ou du droit de retrait que pourrait opposer un maire pour ne pas accompagner cette mutation sociétale avec la loi qui nous est proposée. Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a un véritable enjeu pour le législateur, effectivement. Le législateur est légitime à intervenir parce qu'il est le représentant de la nation, il a été élu pour ça. Mais là, on est sur un débat qui est beaucoup plus large, qui intéresse toute la société. C'est une question de société et il me paraît important que l'on puisse s'exprimer en dehors de l'enceinte du Parlement. Ça nécessite éventuellement le référendum et c'est aussi pour cela que nous l'appelons de nos voeux. Mais au-delà de ça, on a une question de société qui est essentielle. Essentielle parce qu'au fond, elle est le premier étage, me semble-t-il, d'une fusée qui est tout à fait ultra-libérale, pour ne pas dire libertaire. Après ce débat qui concerne le mariage et l'adoption, on a un deuxième élément qui est dans l'équation suivante: mariage plus adoption égale PMA, procréation médicalement assistée, plus GPA, mère porteuse, gestation pour autrui. Cette équation, à moyen ou à long terme, elle est malheureusement inéluctable. Le discours peut paraître marxiste sur le sens de l'histoire, mais réellement inéluctable. C'est ce qui s'est passé au Danemark, c'est ce qui s'est passé en Suède, c'est ce qui va se passer en Belgique et dans d'autres pays. Donc nous voulons essayer de mettre en alerte, nous voulons essayer de briser cet effet domino. Et au-delà de cette réforme du droit de la famille, de la filiation, du mariage, il y a derrière la remise à plat qui va suivre de la politique familiale. C'est aussi la recherche sur l'embryon qui va revenir à l'Assemblée nationale d'ici à quelques semaines. C'est aussi l'euthanasie avec le suicide assisté. Enfin, si on remet l'ensemble en perspective, je le dis avec force et avec conviction, c'est une forme d'ultralibéralisme qui place le désir individuel de l'individu au cœur de la société, alors que la société, pour se construire, a besoin de normes
davantage général et impersonnel, parce que le désir individuel est sans limite, alors que la loi, elle, se doit de fixer des limites dans l'intérêt de la société. C'est tout le débat, et donc les enjeux dépassent très clairement le mariage, la filiation, qui sont déjà d'une extrême importance, bien évidemment. Le projet de loi intitulé « Ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe » ne supprime pas une quelconque interdiction au mariage. Et ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il change la conception même du mariage, et cela pour tout le monde. Le mariage, aujourd'hui, c'est l'union d'un homme et d'une femme, tout simplement parce que c'est l'acte fondateur d'une famille. C'est extrêmement bien dit dans certains textes internationaux et même français. L'homme et la femme, à partir de l'âge nubile, ont le droit de se marier et de fonder une famille. C'est parce que le mariage est un acte fondateur d'une famille qu'il a ce statut civil si important. Demain, si le projet était adopté, le mariage deviendrait l'union de deux personnes de sexes différents ou du même sexe, mais la condition de différence de sexe qui est de l'essence même du mariage disparaîtrait. La caractéristique profonde de ce qu'est le mariage, donc, s'évanouirait. Et la signification et la raison d'être de ce statut civil en même temps. Deux hommes mariés, ce serait la même chose qu'un homme et une femme. Mais c'est pourtant pas tout à fait la même chose, puisque c'est bien d'un homme et d'une femme que peuvent naître des enfants. Alors ça, c'est un bouleversement considérable, qui se traduit d'ailleurs par une modification terminologique dans le projet de loi. On supprimerait du Code civil les appellations de mari et de femme. Ça n'existerait plus dans le droit du mariage. Ça, c'est un point, bien sûr, majeur. Mais d'ailleurs, il faut remarquer qu'il n'y a aucune suppression d'empêchement au mariage. Il y a même, au contraire, un allongement de la liste des empêchements. Actuellement, le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce, mais aucun texte ne dit que le mariage est interdit entre l'oncle et le neveu, puisque ce ne serait pas un mariage. Si l'on dit que le mariage peut être célébré entre deux hommes, eh bien, on ajoute, et c'est ce que fait le projet de loi, l'interdiction du mariage entre l'oncle et le neveu, la tante et la nièce, et puis entre deux frères et entre deux sœurs. Donc, pas exactement le mariage pour tous, en réalité, c'est pour tous le changement de la conception même du mariage, de la définition du mariage et de sa signification profonde. Alors, ces modifications terminologiques s'aperçoivent aussi au sujet du père et de la mère. Le texte préparé par le gouvernement a fait disparaître ces mots dans 108 articles du Code civil et dans 54 articles de 12 autres codes pour les remplacer par parents au lieu de père et mère. Ceci est un changement important, bien sûr, mais comment expliquer ce n'est pas parce qu'on envisage le mariage de deux hommes, par exemple, qu'il ne faut plus appeler père et mère, ceux qui sont bel et bien les pères et mères d'un enfant. Alors l'explication vient de ce que le gouvernement a voulu permettre, l'adoption par deux personnes mariées qui seraient de même sexe, et dans cette hypothèse, on ne voudrait pas dire que l'enfant aurait deux pères. Donc on supprime le mot père, mais on le supprime pour tout le monde, pas seulement pour les enfants adoptés, on le supprime aussi pour tous les enfants. Donc c'est ce cortège absolument incroyable de modifications terminologiques. Alors, qui révèle une volonté aussi de faire disparaître la différenciation des sexes dans la notion même de parenté. Alors, lors de l'examen du projet de loi en commission des lois, le rapporteur a présenté un amendement visant non plus à remplacer les mots père et mère systématiquement, mais à prévoir de façon générale l'équivalence entre ces deux expressions et puis celle de parents de même sexe. Mais alors, ici, comme les parents de même sexe n'existent pas dans la nature, ça ne vaudrait que pour des enfants adoptés et éclaterait, je crois, encore plus manifestement l'injustice de la situation qui leur serait faite. Voici d'un côté les enfants qui auraient un père et mère, bien sûr, les enfants qui connaîtraient leur père et mère biologiques sont élevés par eux, et puis à côté d'autres enfants qui auraient deux parents de même sexe. Et là, on peut s'inquiéter de ce point de vue pour les enfants. C'est un bouleversement majeur aussi. Donc il n'y a pas que la question du mariage, il y a aussi, et c'est fondamental, la question des enfants.
des rapports entre l'enfant et puis ses pères et mères, des liens de la condition de différence de sexe dans la parenté. Tout ça est un bouleversement majeur.